Todos, eu sou Eduardo, do programa de Sociologia e Política, e dando prosseguimento ao nosso colóquio internacional, cabe a mim apresentar a vocês o professor Frédéric Lebaron, professor da Universidade Paris-Saclay. O professor Frédéric é conhecido pela sua militância na área da sociologia econômica de inspiração bourdieusiana e também conhecido como uma referência na metodologia de Pierre Bourdieu, sobretudo no uso de técnicas estatísticas da análise de múltiplas correspondências. E, para nossa sorte, é justamente sobre metodologia de Pierre Bourdieu que ele vai falar hoje, na sua palestra intitulada A Metodologia de Pierre Bourdieu em Ação. Então, professor Frederic. Muito obrigado. Boa tarde. Boa noite. Todos. Je m'arrête là pour le portugais. C'est dommage, mais pour l'instant, pas aller plus loin. Très grand merci d'abord aux organisateurs pour l'invitation à l'Université fédérale de Santa Catarina. Je suis très heureux d'être là pour la première fois et de m'avoir surtout donné l'occasion, par le titre de cette conférence, la méthodologie de Pierre Bourdieu en action, de revenir sur un ouvrage relativement récent qui s'intitule La méthodologie de Pierre Bourdieu en action. Je vous le montre, vous verrez la couverture sur une des diapos, dont le titre donc n'est pas au premier abord très bourdieusien. Bourdieu aurait plutôt dit en pratique, il parlait plutôt de pratique que d'action, même s'il y a quand même des occurrences de la notion d'action, ne serait-ce que voilà, le sous-titre de raison pratique par exemple, sur la théorie de l'action. Mais ce titre me plaît quand même, parce que il met l'accent sur la mise en œuvre, la mise en pratique concrète de la démarche sociologique de Pierre Bourdieu. Pour reprendre une formule qui avait eu un certain succès dans la publicité en France, je crois, si je me souviens bien, Julien pourra peut-être corriger, on pourrait dire que la sociologie de Bourdieu ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Voilà, c'est avant tout un ensemble d'outils théoriques, méthodologiques. Je vais insister sur le lien entre les deux. Et une originalité de cette démarche bourdieusienne, de cette démarche de Pierre Bourdieu, c'est précisément ce qui est au centre de ce livre, le recours à un ensemble de méthodes, une méthodologie qu'on appelle l'analyse géométrique des données depuis les années 1990. Et donc je vais essayer dans cette présentation de vous donner un peu un avant-goût de ce livre et donc de son contenu en ce qui concerne le rôle que l'analyse géométrique des données peut avoir dans une approche inspirée par la sociologie, inspirée très directement, étroitement par la sociologie de Pierre Bourdieu. Et pour cela, sinon je n'aurais pas été cohérent, je vais bien sûr présenter un exemple concret, comme il y en a dans le livre, mais ce ne sera pas un exemple du livre. J'ai tenu à ce que ce soit un exemple original. J'ai travaillé sur les données encore hier, donc il y aura des choses encore un peu instables dans les résultats que je vais présenter, mais j'ai tenu à présenter un exemple grandeur nature d'utilisation de la démarche sociologique de Bourdieu, mobilisant l'analyse géométrique des données, et un exemple dont vous verrez qu'il porte sur un enjeu très actuel, puisqu'il porte sur les inégalités économiques et sociales en Europe, dans la période 2011-2016, qui est un de mes objets d'étude actuellement. L'inégalité, leur évolution et les effets, notamment des politiques d'austérité qui ont été menées dans certains pays en réponse à la crise. Et donc je suis aussi tout à fait dans la filiation du Bourdieu politique qui a été évoqué, c'est-à-dire le Bourdieu qui essayait d'analyser l'origine, les conséquences, la logique, les effets des politiques néolibérales, en particulier dans le contexte qu'il connaissait le mieux, qui était le contexte européen. Pour commencer, une trivialité, Bourdieu est un théoricien des classes sociales, ça a été rappelé par Julien, qui a rappelé qu'une partie de l'héritage, ce sont des travaux portant sur la stratification sociale, et au risque peut-être parfois de surprendre certains spécialistes de la stratification sociale qui sont beaucoup plus tournés vers d'autres pays que la France, on peut dire que Bourdieu l'est au moins au même titre que des sociologues très connus comme John Bolton, Eric Olin Wright,
qui sont considérés comme un peu les grands théoriciens contemporains des classes sociales dans le monde anglo-saxon. Souvent au prix d'une forme de relégation de la place de Pierre Bourdieu dans la théorie des classes sociales. Je vais essayer d'illustrer cette centralité, cette importance de l'enjeu des classes sociales, de la stratification sociale dans la théorie de Bourdieu, mais bien sûr je vais particulièrement le faire en insistant sur l'importance de la méthodologie pour Bourdieu dans la pratique théorique elle-même. La théorie ne progresse que par l'utilisation raisonnée, réflexive de méthodes et de méthodes originales. Bourdieu avait cette particularité de s'emparer d'outils. Il en a utilisé beaucoup, quantitatifs, qualitatifs, je vais y revenir, et il a fait un usage particulièrement intéressant et original de l'analyse géométrique des données, qui est très clairement, à mon sens en tout cas, une des sources de la richesse, de la portée heuristique, de la fécondité de l'approche développée par Pierre Bourdieu. Très tôt d'ailleurs, il faut souligner que Bourdieu n'isolait pas la démarche statistique d'approche plus qualitative, comme on dit aujourd'hui. Il faisait avant la lettre de la mixed method. Dès le début, on pourrait dire, il a fait ça dès la période algérienne. Il a combiné le recours intense à la statistique et aux enquêtes et une démarche d'observation ethnographique et d'entretien, sans parler bien sûr de l'analyse des discours qu'il faisait de manière plutôt qualitative. Il a combiné très tôt toute une palette de méthodes relativement diversifiées, qui sont aujourd'hui souvent enseignées séparément et qui parfois, de manière assez artificielle, sont opposées les unes aux autres. Il ne le faisait pas, et il a toujours, jusqu'à la fin, insisté sur la nécessité d'une approche statistique. Il faut le dire parce que parfois, ça se perd un peu parfois dans l'héritage des travaux inspirés par Bourdieu, mais il a toujours, depuis le début, insisté sur la nécessité d'une objectivation statistique, en particulier des inégalités sociales, mais des inégalités sociales qui ne se réduisent bien sûr pas aux inégalités économiques. C'est pour ça que je dis ici les inégalités multidimensionnelles. Bourdieu avait une vision très tôt multidimensionnelle des inégalités. L'émergence de la notion de capital culturel, au fond, c'est l'idée d'une autre dimension, on va dire ça comme ça pour l'instant, une autre variable en tout cas que le seul capital économique comme principe de différenciation dans les sociétés contemporaines. Cette approche statistique, il l'articulait donc à des approches plus ethnographiques, et je vais essayer d'arguer, de montrer que l'utilisation des méthodes d'analyse géométrique des données est une façon aussi d'articuler, de rapprocher des démarches qualitatives centrées sur les individus dans leur contexte réel de pratique et l'objectivation de structures sociales. Donc on peut voir le recours à l'analyse géométrique des données comme un moyen, en quelque sorte, d'aller plus loin dans cette articulation et de la faciliter. Ce n'est pas le seul, bien sûr, hein, c'est un des outils. L'enjeu actuel sur lequel je parlerai, je l'ai déjà rapidement évoqué, c'est l'enjeu donc des relations entre crise mondiale, politique publique et les dynamiques de l'espace social européen, et je vais plus tard, dans quelques instants, en dire un peu plus sur ce que j'entends par dynamique de l'espace social européen. Voilà le plan. Alors je crois que j'ai à peu près 1 heure. Je suis toujours inquiet quand j'ai 7 points, parce que parfois, en une demi-heure, j'arrive à faire 1 point. Je vais essayer d'aller assez vite pour garder un petit peu de temps pour la discussion, les échanges, et pour revenir sur des points qui n'auront pas été clairs. Donc je m'excuse par avance d'être sans doute un peu elliptique ou un peu superficiel par moment. Je commencerai donc par une définition assez rapide qui va ressembler un peu à un cours, et j'en suis désolé, mais il le faut, de l'analyse géométrique des données. J'évoquerai ensuite quelques enjeux théoriques et méthodologiques de la notion d'espace social, qui pour moi est la notion, une des grandes notions de Bourdieu, hein, qu'on a peut-être un peu tendance à oublier. Le champ ne va pas sans l'espace social. Je pense aussi que le champ et l'espace social ne vont pas sans l'habitus et les capitaux, mais c'est une question sur laquelle je reviendrai, j'allais dire, en pratique aussi, en action. Dans un troisième temps, j'essaierai de discuter de la question existe-t-il un espace social européen, qui est une question évidemment très difficile, donc sur laquelle je ne pourrai donner que des aperçus de réponse et les choix que j'ai faits moi-même, qui sont tout à fait discutables, hein, qui sont là pour être discutés. Je présenterai des données très rapidement, et puis je présenterai des résultats donc, tels que nous les présentons dans le contexte de l'utilisation des méthodes d'analyse géométrique dans ce livre, en particulier dans la deuxième partie. Je précise que dans ce livre, les exemples sont plutôt centrés sur la relation entre stratification et culture. Ça ne sera pas le cas de ma présentation, elle est un petit peu déviante, entre guillemets, par rapport au livre.
en ce sens que la dimension économique va être plus présente, la dimension matérielle même. Je vais insister sur la dimension matérielle de l'espace social, qui est un point, selon moi, trop souvent laissé de côté, même si, bien sûr, un des grands apports de Bourdieu, ça a été, bien évidemment, de mettre en évidence le poids, le rôle central du capital culturel. Donc, je suis moi-même sociologue économique, c'est pas donc totalement surprenant que j'insiste sur ce point. Je vais donc, après avoir décrit les grandes dimensions de l'espace social européen, évoquer l'enjeu de la dynamique de l'espace social européen durant une courte période de 6 ans, 2011-2016. Je vous dirai pourquoi j'ai commencé en 2011. 2016 parce que j'ai pas de données plus loin. Je finirai sur la question de l'homologie à travers la relation entre espace social, conditions de vie et style de vie. Et je reviendrai sur la question de l'espace culturel, mais de manière un peu indirecte, en quelque sorte. Voilà pour le schéma général de ma présentation. Point de départ, qu'est-ce que l'analyse géométrique des données? Alors l'analyse géométrique des données, c'est en fait une démarche, plus qu'une méthode, hein, souvent on confond un peu les deux, c'est plutôt un ensemble de méthodes et l'articulation entre les méthodes, mais aussi un ensemble d'usages, de pratiques réflexives des méthodes, qui permettent d'étudier des données d'enquête de toutes sortes en sciences sociales, et pas qu'en sciences sociales d'ailleurs, mais d'abord en sciences sociales pour nous en tout cas, données qui peuvent être recueillies de manière extrêmement diverse, des données de questionnaires, je vais présenter des données de questionnaires ce soir, mais cela évidemment est très souvent des données de type prosopographique, comme on dit, des données biographiques collectées sur des individus, sur Internet ou dans des annuaires, mais cela peut aussi être des données textuelles par exemple, bien d'autres types de données encore, des données de registres administratifs par exemple. On parlait tout à l'heure, il y a un instant, de données portant sur les résultats des élèves aux examens, ou les données socio-démographiques sur les étudiants. Tous ces types de données peuvent être traités à l'aide d'une démarche fortement inspirée par l'analyse géométrique des données. Alors souvent, et en particulier dans le champ des sciences sociales mondiales, ces méthodes d'analyse géométrique des données sont associées à Pierre Bourdieu. Elles sont en quelque sorte intimement liées à Pierre Bourdieu, ce qui est intéressant parce qu'elle n'est évidemment pas lui qui est à l'origine des méthodes en elles-mêmes, c'est lui qui est à l'origine de leur usage sans doute le plus... Pardon, excusez-moi. Oui, j'ai tendance à m'éloigner au fil du temps. Qui est à l'origine donc de leur usage le plus original. En particulier, dans deux textes, un texte qui s'intitule Anatomie du goût, qui a donné l'ouvrage La Distinction, et un peu plus tard un texte qui s'intitule Le Patronat. Ce sont des textes qui ont été extrêmement marquants. Bourdieu a utilisé l'analyse géométrique des données, mais contrairement à ce qu'on entend parfois, ou on lit parfois, il n'a jamais arrêté d'utiliser les méthodes d'analyse des données, puisque le dernier usage qu'il en fait, c'est 1999, avec un article qui s'intitule Une révolution conservatrice dans l'édition, où il a travaillé avec mes collègues mathématiciens, Brigitte Leroux, qui est la co-éditrice de cet ouvrage avec moi, qui est mathématicienne, et donc jusqu'au bout, Bourdieu a utilisé ces méthodes et en a fait des méthodes essentielles à sa démarche. Ce que je vais aussi souligner, c'est que ces méthodes font l'objet d'un fort regain d'intérêt international, mais j'en parlerai sans doute plus jeudi, dans la table ronde consacrée notamment à la circulation internationale des idées, des concepts, si je ne me trompe pas. Ce sera l'occasion de revenir sur cet enjeu de la circulation des méthodes aussi. Et donc une des références, c'est le livre de Brigitte Leroux et Henri Rouanet qui s'intitule Multiple Correspondence Analysis en anglais, qui en 2010 donne enfin un statut à ces méthodes d'analyse géométrique des données dans une collection prestigieuse de méthodologie quantitative en sciences sociales anglo-saxonnes. Une définition, les données en AGD sont représentées sous la forme de nuages de points. On va travailler sur des nuages de points. Et l'interprétation statistique est fondée sur les nuages. Les méthodes d'analyse des données, c'est des méthodes assez simples en fait. C'est des méthodes qui permettent de passer d'un tableau à des nuages de points. Et pour être rigoureux, précis, d'un tableau à deux nuages de points. Un nuage qui représente les lignes, un nuage qui représente les colonnes. C'est aussi simple que ça. Ici, j'ai mis un tableau dans lequel en ligne, vous avez les individus, en colonne, vous avez des variables, et vous voyez à droite, vous avez deux nuages. Les points dans un des deux nuages représentent les variables, plus précisément les modalités des variables, et dans l'autre nuage, les points représentent des individus. Qu'est-ce qui fait l'originalité de ces méthodes? Ces méthodes sont un peu des méthodes déviantes, on va dire, ou hétérodoxes. Le mot est peut-être trop fort. Par rapport à quoi? Par rapport à une forme de doxa
très pesante dans l'enseignement de la statistique, et même dans les travaux de beaucoup de statisticiens académiques, selon laquelle faire de la statistique, c'est de travailler uniquement sur des nombres, c'est l'obsession du numérique, et souvent d'un numérique unidimensionnel. C'est le fait d'utiliser, pour faire les démonstrations, le calcul matriciel, de faire beaucoup de calculs avec plein de matrices. Ceux qui ont fait un peu de mathématiques, vous voyez à quel objet je fais référence. J'en dirai pas plus sur ce point-là. Et surtout d'avoir une orientation qui est en quelque sorte structurée par l'idée d'échantillon, l'idée d'échantillonnage et l'idée de test. Enseigner la statistique, pour beaucoup, c'est enseigner les tests. Tant qu'on n'a pas enseigné les tests, on n'a rien fait en statistique. C'est pas du tout l'esprit des méthodes d'analyse géométrique des données. Les méthodes d'analyse géométrique des données, elles sont géométriques. Entre la qualité et la quantité, il y a la géométrie. La géométrie, c'est quelque chose qui fait le pont entre le qualitatif et le quantitatif, justement. Elle ne nie pas, elle ne renie pas le quantitatif, bien sûr. On est quand même dans la statistique. Mais, à certains égards, elle le dépasse, ne serait-ce que parce qu'elle le rend multidimensionnel, ce quantitatif. Par ailleurs, de manière sous-jacente, il y a des mathématiques. C'est l'algèbre linéaire. Je ne vais pas non plus développer ce point-là. Il y a une théorie mathématique formalisée qui est enseignée dans les graduations de mathématiques à un niveau qui n'est pas très élevé en mathématiques. Le tour de la question a été fait du point de vue mathématique. L'essentiel a été vu en matière de théorie mathématique sous-jacente, c'est l'algèbre linéaire. Mais ces méthodes s'appuient très clairement, très systématiquement, très rigoureusement sur l'algèbre linéaire. Un chapitre des manuels de mathématiques de premier cycle. Et puis, troisième élément, dans ces méthodes, on développe une démarche inductive. Inductif, ça veut dire quoi? C'est le dernier point, dans les points qui apportent des commentaires, dans la slide. La description d'abord, le modèle doit suivre les données et non l'inverse. Alors attention, quand on dit ça, on parle du modèle statistique, voire probabiliste, si vous voulez. On ne parle pas du modèle cadre sociologique, de la théorie sociologique qui va inspirer le recueil des données et la construction de l'analyse, dans l'esprit du métier de sociologue. Attention, on n'a pas une optique purement empiriste, mais l'idée c'est qu'il ne faut pas plaquer sur les données des modèles mathématiques dont on n'est pas sûr qu'ils sont adaptés aux données. Or c'est souvent ce que fait la statistique, avec des hypothèses de normalité, diverses hypothèses, et avec l'obsession du bon test, de la bonne distribution. On a une optique tout à fait descriptive ici. On va d'abord décrire les données. Et je crois que c'est ça, cet aspect épistémologique qui est vraiment en affinité avec la démarche de Pierre Bourdieu, qui est d'abord un ethnologue, un ethnographe dans ses premiers travaux, pour qui l'observation est ce qui va nourrir la construction théorique. Il est, je pense, Julien l'a dit d'ailleurs de sa façon, à l'origine d'un véritable tournant empirique de la recherche sociologique, qui en France avait tendance à être une recherche très scolastique, pesamment dominée, structurée par l'abstraction philosophique, jusqu'à Bourdieu. On peut dire qu'il a permis de finalement dépasser cet état des savoirs et de la connaissance. Alors j'avance un peu plus vite, parce que je suis toujours qu'à mon 1.3. Il y a trois grands paradigmes. Alors paradigme est peut-être un mot trop prétentieux, c'est le mot qu'on utilise dans le chapitre consacré aux idées clés de l'analyse géométrique. Ce sont en fait là pour le coup trois méthodes, si on veut. On peut dire technique, c'est pas péjoratif. Lorsqu'on a affaire à un tableau croisé, un tableau de contingence, on utilise l'analyse des correspondances simples. C'est la méthode principale, au sens historique, qui a donné naissance à l'analyse géométrique des données et toute la méthodologie qui va avec. Et puis, on s'est rendu compte que la plupart des tableaux sur lesquels on travaillait, c'est des tableaux dans lesquels on avait des individus en ligne et en colonne des variables. Ces variables peuvent être numériques ou elles peuvent être qualitatives. Dans le cas où elles sont numériques, on va utiliser l'analyse en composantes principales, qui était connue bien avant le développement de la méthodologie de l'analyse géométrique des données, mais que l'analyse géométrique des données a repensé dans un cadre géométrique. L'analyse en composantes principales, si vous lisez les résultats d'analyse en composantes principales dans une revue avant l'analyse géométrique des données, si je puis dire, vous verrez que c'est très différent de la façon dont elles sont utilisées, ces méthodes, dans le contexte de l'analyse géométrique des données. Ne serait-ce parce qu'on ne voit pas de nuage de points. Il n'y a pas de nuage de points. Il n'y a pas de géométrie, en fait, dans la vision qu'en avaient les gens qui l'avaient promu avant. L'ACP, l'analyse en composantes principales, qui est une méthode très connue des statisticiens, a été repensée dans le cadre de l'analyse géométrique des données. Et puis la méthode un peu phare aujourd'hui pour les sociologues, celle qu'on enseigne en premier lieu, parce que c'est celle qu'on utilise le plus, avec les données prosopographiques, c'est celle que Bourdieu a utilisée le plus, c'est l'analyse des correspondances multiples, l'ACM. Bien distinguer les trois ont des points communs. Le point commun principal, c'est qu'il s'agit dans les trois cas de chercher les dimensions principales d'un nuage de points, c'est-à-dire le meilleur résumé
d'abord unidimensionnelles, puis bidimensionnelles, puis tridimensionnelles, d'un nuage de points multidimensionnel, mais elles le font à partir de tableaux qui sont de structures très différentes. Voilà pour les trois paradigmes de l'analyse géométrique. Quelques éléments historiques, mais je ne vais vraiment pas être long parce que j'en reparlerai lorsque j'évoquerai la question de la circulation internationale des méthodes. Il a beaucoup été dit, quand les méthodes d'analyse géométrique des données sont vraiment apparues comme telles, comme une méthodologie cohérente, que tout ça existait déjà. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Dans une certaine mesure, les théorèmes étaient déjà là. C'est la méthodologie d'ensemble qui n'était pas là. C'est les aides à l'interprétation. C'est tout un ensemble d'outils conceptuels, méthodologiques, pratiques, dont Bourdieu a été un des premiers à bien les utiliser, qui n'avaient pas vraiment émergé. Mais vous voyez qu'on peut remonter à Karl Pearson. C'est ce qu'a dit Bensekri, le grand Karl Pearson, un des grands statisticiens du début du XXe siècle. On peut même citer Fischer. La plupart des grands statisticiens ont contribué à l'invention de ces méthodes qui visaient à représenter des tableaux de données complexes sous la forme de nuages de points. En tout cas, en réduisant la multidimensionnalité, parce que la représentation sous la forme de nuages de points, c'est vraiment la spécificité de l'analyse géométrique qui va être apportée par Bensekri. Le grand nom, donc c'est Jean-Paul Bensekri, toujours vivant d'ailleurs, qui a en quelque sorte été à l'origine du développement de cette méthodologie dans les années 60. Il se trouve que Bensekri était un condisciple de Pierre Bourdieu à l'ENS, simplement lui il était en mathématiques, il avait 2 ans de moins aussi, alors qu'ils étaient entrés la même année, il était plus précoce scolairement, c'était une sorte de génie des mathématiques, à une épreuve de physique il était allé plus loin que les professeurs, voilà, c'est un peu ce style-là, et c'est un mathématicien qui à un moment a arrêté de faire des mathématiques pures pour se tourner vers les données des sciences humaines. De manière tout à fait intéressante d'ailleurs. Ça lui a valu probablement, peut-être pas la médaille Fields, mais en tout cas un capital symbolique qui aurait sans doute été bien supérieur s'il avait continué dans la géométrie différentielle, où il était très bon. Il a présenté ses travaux au séminaire Bourbaki, etc. Bensekri invente ces méthodes, au début avec quelques collègues, quelques doctorants. C'est des doctorantes d'ailleurs, ce sont des femmes, c'est très intéressant parce qu'en mathématiques elles sont très minoritaires, très peu nombreuses, dont Brigitte Escoffier et Brigitte Leroux. Brigitte Leroux, ma co-auteure, qui sont vraiment les premières collaboratrices de Bensekri. Et ça va donner, dans les années 1970, un énorme succès de ces méthodes, qui vont devenir des méthodes très diffusées en France, presque exclusivement en France, dans toutes les disciplines scientifiques à teneur empirique, jusqu'à même la physique, dans une certaine mesure. Il y a des élèves de Bensekri qui font, comme Fion-Murtag, des carrières en physique. Ils vont exploiter les potentialités de ces méthodes jusque dans des domaines pour lesquels on se dit. Ces méthodes ne sont peut-être pas les plus adaptées par rapport à d'autres méthodes de mathématiques. Donc c'est la période qu'on qualifie d'âge d'or. Il y a une période d'âge d'or en France où tout le monde fait un peu d'analyse des correspondances. Bourdieu n'est pas du tout le seul. Et au fond, Bourdieu, si on regarde bien, 1976, 1979, il est au cœur de l'âge d'or de l'analyse des données. C'est-à-dire que dans cette période d'analyse des données, il va être l'un de ceux qui vont le mieux exploiter en quelque sorte l'originalité de ces méthodes, qui ne sont pas à ce moment-là encore vraiment reconnues complètement à l'étranger, qui sont reconnues en France, qui sont surtout pratiquées en France. Beaucoup d'étudiants les utilisent. Bensekri reçoit des dizaines d'élèves et leur donne des conseils sur la méthodologie pour traiter des données. Il leur donne même parfois les données quand ils n'en ont pas, des données qui peuvent être de toutes sortes, des données biologiques, des données médicales, psychologiques, géologiques, etc. Et bien sûr, des données de sciences sociales, en particulier des données sociologiques. Et puis, s'est produit un phénomène intéressant, c'est depuis les années 80, un début de reconnaissance internationale, et vous allez voir que ce qui est en train de se passer dans la sociologie internationale, et en particulier dans le domaine de l'étude des classes sociales, a à voir avec cette reconnaissance très lente, mais progressive, de ces méthodes d'analyse géométrique des données. Pour cela, il a fallu des traductions, bien sûr, mais je n'en dis pas plus, parce que je reparlerai de cette question lors de la table ronde. Là aussi, je ne vais pas dire beaucoup, puisque c'est des éléments de contexte dans lesquels on ne comprend pas ce livre. Ce livre est né en fait d'une rencontre entre des mathématiciens d'un côté, Brigitte Leroux, Henri Rouanet, Michael Brinaker et quelques autres, et des sociologues, derrière Bourdieu, en fait, qui était le chef de file. Et donc en 1998, à l'occasion d'une conférence, on s'est rendu compte que finalement, les choses n'avaient pas beaucoup évolué depuis les années 70, qu'il fallait accélérer et renforcer les liens entre ces outils mathématiques en quête de reconnaissance internationale d'un côté et les démarches sociologiques originales développées
autour de Pierre Bourdieu. Et c'est ce que nous avons contribué à faire, et dont finalement ce livre n'est que l'une des expressions parmi beaucoup d'autres. On en cite d'ailleurs beaucoup, dans ce livre il y a beaucoup de références bibliographiques, mais on a constaté vraiment une explosion de l'utilisation des méthodes d'analyse géométrique, y compris d'ailleurs dans la revue Poetics, la revue que citait Julien Duval tout à l'heure, qui est une des revues qui accueille les travaux de sociologie de la culture, et en particulier l'utilisation de l'analyse des correspondances multiples dans un contexte anglophone, ce qui a été très long et très compliqué. Pour avancer un peu, les principes méthodologiques, vous allez voir, il y a un principe d'homogénéité qui nous vient de Benzekri, l'idée de ne pas traiter dans les tableaux de choses trop hétérogènes. C'est une nécessité, mais c'est compliqué à mettre en œuvre concrètement. Ça veut dire quoi l'homogénéité? On va y revenir dans un instant avec l'exemple. L'exhaustivité, on ne l'a jamais en sciences sociales. On n'a jamais fait le tour de toutes les variables. Il en manque toujours une à laquelle on n'a pas pensé ou qu'on n'a pas pu recueillir, tout simplement. Et il en est de même pour les individus, même si maintenant on travaille, vous allez voir, sur des millions d'individus. Je travaille sur des bases de données de millions d'individus, mais 1,6 million d'individus, ce n'est pas plus de 500 millions d'Européens. Voilà, même si je n'ai travaillé que sur les actifs. Vous noterez l'importance de l'interprétation dans le schéma général que j'ai présenté ici. Pour nous, l'utilisation de l'analyse géométrique est très en affinité avec cette idée que le sociologue observe, mais il doit évidemment travailler à interpréter cette observation. Et le travail d'interprétation est le moment où il élabore sa théorie, au fond. La théorie, c'est un travail interprétatif spécifique, ancré dans l'empirie. Et au fond, les méthodes d'analyse géométrique l'illustrent de manière très, très concrète, très directe, puisqu'il s'agit d'interpréter des dimensions qui résultent de l'analyse statistique à la lumière de ce que l'on sait du monde social, parce qu'on a lu des auteurs, parce qu'on mobilise un capital d'auteurs, un ensemble d'auteurs, de concepts, d'outils intellectuels qui nous permettent d'avancer. On a développé, alors quand je dis on, ça vient bien sûr des collègues mathématiciens en premier lieu, qui ont été les plus inventifs sur la dimension de méthodologie statistique proprement dite, ce qu'on appelle l'analyse des données structurées. L'analyse des données structurées qui consiste à étudier de manière plus systématique les nuages de points, et en particulier les nuages d'individus. Prendre très au sérieux le nuage des individus, c'est-à-dire l'idée que quand on fait de la statistique, on travaille toujours sur des individus, et que faire de la statistique, c'est regarder la structure, au fond, des sous-ensembles d'individus, et les comparer. C'est aussi simple que ça. Mais, bon, voilà, simple, c'est vite dit, parce que l'interprétation, la difficulté va être dans l'interprétation sociologique en particulier, bien évidemment. Et on fait quand même de l'inférence statistique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait de l'analyse géométrique des données qu'on dit qu'on ne peut pas faire de tests et qu'on est dans une optique purement descriptive, on ne peut pas étendre des conclusions à une population beaucoup plus large, ou qu'on ne peut pas chercher, grâce à l'inférence statistique, à écarter l'effet du hasard. Au contraire, ce sont des choses que l'on fait, mais on utilise des méthodes d'inférence statistique particulières. Brigitte Leroux, aujourd'hui, est en train de travailler sur un livre portant sur l'inférence combinatoire. Elle va développer des méthodes d'inférence particulière, qui existe déjà, hein, bien sûr, mais qu'elle va développer dans le cadre de l'analyse géométrique. Et donc, vous voyez un peu le schéma, hein, les données, le nuage de points, la structuration du nuage de points, et puis l'induction statistique, mais tout ça ne suffit pas, bien sûr, il faut aussi, et en résumé, qu'est-ce que la GD, suivre ce schéma que je fais très très vite. Voilà, je vais très vite. Voilà, je vais très vite parce qu'il faut que je passe à l'exemple, parce que je vois le temps qui file. Il y a des logiciels aussi, et l'école française d'analyse des données, parfois on se représente les Français comme des mathématiciens très abstraits, Benzekri dans son nuage, etc. Non, pas du tout. C'est des gens qui étaient très concrets au sens où ils voulaient opérationnaliser leurs idées avec des logiciels, avec des programmes. On ne parlait pas de logiciels d'ailleurs, on parlait de programmes. Il fallait programmer, il fallait faire de l'informatique dès les années 60, mais les machines étaient beaucoup plus lentes et beaucoup plus grosses. Elles occupaient toute une salle. Pour faire une analyse des correspondances, il fallait y passer la nuit. Il fallait attendre la nuit, hein, revenir le lendemain matin pour chercher les résultats. Aujourd'hui, tout ça se fait en quelques secondes avec des millions d'individus. On est dans un tout autre univers, mais ils étaient sensibles à la question de l'opérationnalisation avec des logiciels. Les logiciels, c'est des outils qui opérationnalisent une méthodologie, et donc la France a eu la chance d'avoir un développement assez intéressant de logiciels d'analyse des données, le logiciel ADAD, le logiciel iLead pour explorer les nuages de points. Il y a eu un logiciel qui s'appelait StatLab, etc. L'INSEE, l'Institut statistique français, a programmé l'analyse des données sous le logiciel SAS, qui est le logiciel, comme vous savez, international, un package international, qui a été utilisé par toute l'administration statistique en France. Et l'analyse des données était programmée depuis les années 70
Aujourd'hui, on utilise des logiciels comme SPAD, mais bon, SPAD est un logiciel commercial, il coûte un peu d'argent, c'est un peu cher, il faut investir. Et donc la solution peut être tout simplement d'utiliser R, où vous avez beaucoup de packages d'analyse des données aujourd'hui, qui sont très bien faits. Je pense à Factominer, je pense aussi par exemple à AD4. AD4, c'est un package de R qui a été fait non pas par des sociologues, mais par des spécialistes d'environnement. Et donc on a vraiment aujourd'hui, avec la circulation des outils rendus possibles par ce type de logiciel et de coopération horizontale autour des logiciels, vraiment beaucoup d'outils sous la main pour pouvoir faire de l'analyse géométrique comme il faut. La barrière n'est plus technique, et la barrière n'est pas économique, véritablement. La barrière est plus dans les dispositions scientifiques à acquérir pour construire des objets. C'est là qu'est la difficulté. La difficulté reste une difficulté avant tout sociologique. Voilà, je vous ai mis quelques noms de packages, hein, si vous voulez les noter au vol. Les références, je passe. J'évoque très vite les enjeux de la notion d'espace social. Dans un chapitre du livre, je reviens sur les rapports entre Bourdieu et la statistique. Je ne vais pas les développer ici, hein, je n'ai pas le temps, mais je vais insister sur le fait que assez vite, Bourdieu s'empare de ce qu'on peut appeler la métaphore spatiale, dans une optique qui n'est pas très éloignée du fameux article de Durkheim et Mauss sur les formes élémentaires de classification. Il est très durkheimien de ce point de vue, mais il est aussi structuraliste au début, hein, puisque c'est le fameux article sur la maison kabyle. Il repère dans la structure de l'espace domestique des polarisations sociales, comme l'opposition entre les hommes et les femmes, bien sûr, mais éventuellement d'autres oppositions générationnelles, etc. Et c'est dans Esquisse d'une théorie de la pratique, en fait, donc c'est dès 72, que l'on trouve plusieurs occurrences très précises à la notion d'espace, et la notion d'espace social qui est déjà là, assez tôt finalement. On peut dire qu'elle est presque concomitante de la notion de champ. La notion de champ qui, comme il a été dit par Sergio Miceli notamment, est apparue avec champ intellectuel et projet créateur, 1966, mais sous une forme qui n'est pas exactement la forme relationnelle complète que Bourdieu va lui donner ensuite. Grâce notamment, ça c'est mon hypothèse, mais c'est un point à discuter, à la notion d'espace social et à la formalisation spatiale du social, qui va bénéficier du recours à l'analyse géométrique des données. C'est-à-dire, cette idée d'espace social, elle va en quelque sorte, il va la creuser, il va l'approfondir au fil de ces analyses. De manière d'ailleurs assez intéressante, elle était au départ utilisée essentiellement pour travailler sur la parenté, les mythes, la maison, la parenté, les mythes, c'est-à-dire des objets assez anthropologiques finalement, et pas les classes sociales. Alors qu'à côté, il travaillait sur les inégalités de classe, avec Passeron, avec son équipe, dans les années 60. Et il n'avait pas fait le lien. Il utilise aussi la notion d'espace politique. Et l'espace politique, c'est une notion qui est presque spontanée. La métaphore spatiale vient tout de suite, en particulier depuis la Révolution française. Il y a une gauche et une droite. Pourquoi est-ce qu'on spatialise? Alors je pense que Bourdieu a pris ça au sérieux, sans forcément l'expliciter complètement. Une des difficultés, c'est que Bourdieu n'explicite pas toute sa démarche. Voilà. Il s'agit en tout cas de penser les structures sociales de manière intrinsèquement relationnelle. Et on voit d'ailleurs ce succès se manifester, se cristalliser par le succès de la notion de distance sociale. On va retrouver par exemple dans un très fameux article de Chamboredon et Le Maire, hein, sur distance sociale et proximité spatiale, hein, oui, avec une tension entre proximité spatiale et distance sociale, qui montre qu'on est en train de chercher quelque chose du côté de la formalisation géométrique ou spatiale, en tout cas, des structures sociales. On peut relire donc l'émergence de la notion de champ, avec comme deux moments principaux, la première réoccurrence de la notion de champ en tant que telle, c'est 66, je viens de le dire, et une notion plus construite, plus relationnelle, où le champ est un espace de relation objective. On n'est pas obligé d'être en interaction dans un champ pour être objectivement en relation. Au contraire, beaucoup de relations sont des relations à distance, des relations de domination. On est agi par les dominants, sans les connaître, sans interagir avec eux, dans un champ, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais de manière sous-jacente, le champ c'est aussi un espace, c'est un sous-espace. C'est un sous-espace structuré, avec des pôles, avec des dimensions, avec des distances. Les distances objectivant les hiérarchies. Il y a cette idée que la distance va permettre d'objectiver la hiérarchie. Et dès la distinction, Bourdieu travaille certes dans la distinction plutôt sur l'espace social, l'espace des pratiques culturelles et des styles de vie, mais il travaille aussi sur les champs. Hein. Dans la distinction, vous avez toute une partie qui porte sur la dynamique des champs, et où est mise en avant l'hypothèse d'une homologie entre les champs de production d'un côté et la dynamique globale de l'espace social.
Si on n'a pas en tête un schéma un peu géométrique, on ne comprend pas cette idée. Cette idée qu'il peut y avoir une homologie entre des champs, tout petits univers de producteurs culturels d'un côté, et l'espace social global, dans lequel il y a les ouvriers, les employés, les positions intermédiaires, etc., qui sont en relation objective. Des relations de domination, des relations éventuellement d'exploitation, etc. Or, il y a une relation entre les deux. Et c'est ça, l'une des idées géniales de Bourdieu, c'est de faire le lien entre les champs de production culturelle relativement autonomes et l'espace social global. C'est cette dialectique, au fond, mais dialectique dans un sens pas rhétorique, hein, dans le sens un peu, dans un sens rigoureux et scientifique d'une certaine manière, puisqu'il s'agit d'étudier ces relations de manière méthodique. Voilà. L'idée ici, évidemment, est de ne pas spatialiser de manière figée et de manière arrêtée, en quelque sorte, hein, figée, l'espace social. Un espace social, c'est dynamique, ça bouge tout le temps. L'idée n'est pas du tout hein, de représenter la société par quelque chose qui ne bougerait pas. Or ça a été un des malentendus, hein, des lecteurs, des analyses à base d'analyse géométrique, de penser que parce qu'on représentait sur un plan, par exemple, la structure d'une société, on considérait que cette société ne bouge pas. Au contraire, je vais vous montrer qu'on a tout à fait en analyse géométrique les outils pour le faire. Il y a donc des mouvements dans les champs. Voilà. Je vais passer sur le deuxième point, j'y reviendrai, puisque c'est un point qui a à voir avec la diffusion aujourd'hui des travaux mobilisant la notion d'espace social, et notamment en sociologie de la culture et des classes sociales, mais j'y reviendrai dans la table ronde. Alors maintenant, la question de l'espace social européen, je vais enfin quand même présenter mon exemple, je vais le présenter vite, hein, nécessairement, mais vous voyez un petit peu où je vais en venir. Alors l'un des enjeux ici, c'est que, de manière assez paradoxale, on a une construction européenne intégratrice. On a même une monnaie unique hein, dans un certain nombre de pays, comme vous le savez. On a un ensemble d'institutions qui pèsent beaucoup sur les politiques budgétaires des États-nations, hein, puisqu'elles examinent les politiques des États, et si les États ne satisfont pas un certain nombre de critères, les États sont sanctionnés. Donc on a un niveau d'intégration économique qui est assez élevé, mais on n'a pas, par exemple, une seule nomenclature des groupes sociaux à l'échelle européenne. Du moins, elle n'est pas encore diffusée très largement. En réalité, elle existe, je vais vous en dire deux mots, puisque depuis quelques années, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques français, certains sociologues, dont j'ai fait partie, ont réfléchi à l'élaboration d'une nomenclature socio-économique européenne, avec cette idée qu'il y a peut-être quand même quelque chose comme un espace social européen. Toute une série d'enjeux qui dérivent du processus d'unification, monétaire, du processus d'unification budgétaire, de processus divers d'unification idéologique qui ont à voir avec la globalisation et qui font qu'il est peut-être pertinent aujourd'hui de penser l'espace européen comme un espace social, même s'il est évidemment très hétérogène et même si les espaces nationaux ont une autonomie relativement forte à l'intérieur de cet espace social. Voilà. Donc c'est ça un peu le point de départ, c'est l'idée que peut-être c'est à l'échelle européenne qu'il faut aujourd'hui penser l'espace social. Ça, vous avez compris que c'est des hypothèses sur lesquelles je travaille aujourd'hui et qu'avec d'autres collègues, un certain nombre de collègues qui travaillent sur les mêmes thématiques, on essaie de développer. Tout ça dans un contexte où la réflexion sur les nomenclatures socio-professionnelles s'est beaucoup complexifiée. Et on peut dire que Bourdieu a eu un rôle tout à fait important dans la réflexion sur les nomenclatures socio-professionnelles. C'est grâce, d'une certaine manière, à Bourdieu que la nomenclature française a été rénovée dans un sens qui lui permettait d'intégrer mieux la spécificité du capital culturel par rapport au capital économique, par exemple. C'était un des enjeux de la réforme des catégories socio-professionnelles françaises. Et la nouvelle nomenclature européenne, qui s'appelle ESSEG, à laquelle nous sommes finalement arrivés en 2014, est largement inspirée de la nomenclature française, elle-même inspirée de Bourdieu. Alors vous imaginez, dans le contexte européen, il y a eu une compétition, et souvent sur un certain nombre de questions, c'est entre les Français et les Anglais. Bon, maintenant les Anglais n'y sont plus, hein, mais, enfin pas tout à fait, mais ils vont bientôt nous quitter, mais ont beaucoup pesé dans la définition dans un certain nombre de secteurs des politiques européennes, et notamment dans le secteur scientifique. Il y a une première phase où c'est plutôt des nomenclatures anglaises qui ont été adoptées par les institutions européennes, et une deuxième phase où on est revenu finalement aux nomenclatures françaises, plus inspirées par Bourdieu, qui sont en quelque sorte un compromis entre la nomenclature internationale, l'ISCO, et la nomenclature française des catégories socio-professionnelles. Alors c'est peut-être, ça peut vous paraître très abstrait ce que je raconte, c'est des questions extrêmement concrètes pour les sociologues. C'est avec quelle nomenclature on travaille, quelle nomenclature des groupes sociaux, comment on définit les groupes sociaux. Et vous savez que c'est un problème
qui est inextricable à l'échelle internationale, puisque chaque pays a sa propre tradition. Et donc ici, on a tenté, au fond, d'harmoniser la représentation des groupes sociaux à l'échelle européenne, avec toutes les difficultés que ça implique. Tout le monde n'est pas d'accord, bien sûr. C'est un vrai enjeu de discussion parmi les sociologues. Et l'idée donc ici, c'est d'utiliser les grandes enquêtes européennes, les grandes enquêtes de la statistique publique, pour essayer de construire un espace social. Donc c'est de faire au fond ce que Bourdieu faisait et qu'il a beaucoup mobilisé dans La Distinction, dans La Noblesse d'État, dans ses grands livres théorico-empiriques, c'est-à-dire aller chercher au fond toutes les enquêtes possibles à partir desquelles on peut élaborer des résultats solides, transposables, même si on n'a pas produit soi-même les enquêtes, même si on ne contrôle pas toutes les opérations, on peut en tirer des choses. C'est donc ce que j'ai essayé de faire en utilisant donc la nomenclature ESSEG et donc je vous la présenterai très schématiquement, enfin très rapidement en faisant passer les slides, mais je n'ai pas le temps de la discuter, hein, bien sûr. Mais elle est évidemment très présente dans mon travail, cette nomenclature ESSEG. Elle a deux niveaux. Il y a un niveau assez fin, dans lequel on retrouve finalement ici, en français, des dénominations qui sont très proches de celles de la nomenclature française des catégories socio-professionnelles. Si vous voulez, retenez un peu des numéros, si vous les voyez, parce qu'on va les retrouver dans les graphiques. J'aurai pas le temps de commenter très longuement les graphiques. Alors les données, donc, ce sont des données de l'enquête SIC. C'est une enquête européenne, en fait c'est un système d'enquête très standardisé, qui mobilise des données de questionnaires, des questionnaires de taille assez importante, avec des gros échantillons, qui sont passés chaque année auprès d'échantillons représentatifs des populations des différents pays, au-delà même de l'Union européenne. Vous allez voir que ici j'ai travaillé sur 32 pays, donc au-delà des 27 pays de l'Union européenne. Ce sont des données de registre aussi dans certains pays. Les pays scandinaves, par exemple, ont un système de statistiques publiques qui est extraordinaire, où tous les individus sont en quelque sorte enregistrés. Alors ça fait hurler dans beaucoup de pays, hein, mais en même temps, pour les sociologues, c'est extraordinaire d'avoir accès à des données de telle taille et de qualité, qui sont des données de registre, dans lesquelles on a un peu toutes les informations, qui vont des informations socio-démographiques de base jusqu'à des informations socio-économiques comme l'impôt, le niveau d'impôt que payent les ménages, les individus, etc. Toutes ces données-là sont centralisées, regroupées, harmonisées dans l'enquête EUSIC. C'est l'enquête que j'utilise. Alors comment on l'utilise avec l'analyse géométrique des données? Eh bien, on essaye de construire un espace. Construire un espace, ça veut dire choisir un certain nombre de questions qui vont permettre de définir la distance entre les individus, qui vont permettre de construire le nuage de points. Les nuages de points, les deux nuages de points. Le nuage des individus d'un côté, le nuage des modalités de l'autre. Ici, vous voyez, j'ai 1 628 644 individus. Donc, je vais présenter d'ailleurs ces données dans une conférence sur les big data. On est dans les big data, mais ce n'est pas des big data internet, c'est des big data d'enquête. Simplement, quand vous avez 32 pays, dans les données que j'ai utilisées, il n'y avait que 32 pays, vous avez, si les échantillons sont assez gros, et que vous travaillez sur plusieurs années en même temps, très vite des millions d'individus. Et ici, je me suis restreint aux seuls, comme je vous l'ai indiqué ici, aux seuls individus actifs, pas occupés d'ailleurs, occupés et chômeurs. Les chômeurs y sont aussi. Pour construire l'espace, j'ai utilisé 14 questions actives, qui représentent 35 modalités actives, qui correspondent à 5 rubriques. C'est-à-dire, je considère que l'espace social européen, je peux le construire à partir de ces données d'enquête, à partir d'indicateurs sociodémographiques, le sexe, la classe d'âge, très simple, 3 classes d'âge, la citoyenneté, que j'ai utilisé même si les données sont un peu problématiques, j'ai constaté quelques bizarreries dans les données. C'est des données officielles, mais parfois on trouve des choses, des anomalies dans les données officielles. Le capital économique, bien sûr, le capital culturel, mesuré ici par le capital culturel institutionnalisé, le niveau de diplôme selon la nomenclature ISCED, nomenclature internationale, et aussi un indicateur que je trouve assez amusant parce qu'il n'est pas du tout utilisé par l'Union européenne comme indicateur de capital culturel, qui est la possession d'un ordinateur, et on demande aux individus s'ils possèdent un ordinateur, s'ils ne possèdent pas un ordinateur, si c'est pour des raisons économiques ou pour d'autres raisons. C'est intéressant. On a évidemment des données sur les conditions de logement, dans ces enquêtes qui portent sur l'exclusion sociale, etc. Les conditions de vie, on a des données sur le logement, et je pense qu'une des dimensions de l'espace social,
c'est les conditions de vie quotidienne dans un logement, qui peut être une maison, qui peut être un appartement, dont on est propriétaire ou pas, ce qui est évidemment un élément clé de définition de la position sociale. Et puis bien sûr le statut professionnel, lorsqu'il y a statut professionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas au chômage, c'est un statut aussi, la position managériale, etc., le statut d'emploi. Alors, les résultats de l'analyse, ici on regarde la 5e colonne, c'est les taux modifiés. Ça nous montre ici que l'espace social européen ainsi défini, il est très unidimensionnel. On a un premier axe qui représente 50% de la variance totale du nuage, c'est-à-dire on a un premier axe qui est vraiment une synthèse, une bonne synthèse de... alors, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, c'est le taux modifié. C'est le taux modifié de Benz-Écrit, c'est pas un taux de variance au sens strict. Mais c'est un indicateur d'importance de l'axe. C'est-à-dire on a vraiment une première dimension qui est très forte polarisation. Donc ça, c'est pas forcément intuitif. L'idée que voilà, l'espace social européen, il est quand même très fortement hiérarchisé autour d'un premier axe. Vous allez voir, on ne va pas être très surpris par le premier axe. Et puis on va regarder aussi le deuxième axe, un taux modifié de 16,2%. Il est quand même assez nettement au-dessus du troisième, qu'il faudrait aussi interpréter, mais là j'ai pas le temps. Je vais interpréter que les deux premiers axes. Le nuage des individus, c'est quoi? C'est ça, le nuage des individus. Donc on a un nuage comme ça, on a 1 600 000 individus là, dans un plan. C'est le nuage des individus multidimensionnel, résumé dans un plan. Ce n'est qu'un résumé du vrai nuage. Le vrai nuage est multidimensionnel. On l'a projeté, pas n'importe comment bien sûr, c'est ça l'intérêt de ces méthodes, pour mieux résumer, mieux représenter la dispersion du nuage, sa forme. Ces méthodes servent à bien représenter la forme du nuage multidimensionnel. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce nuage de points? On va l'habiller en quelque sorte, c'est-à-dire on va regarder où sont les individus des différents pays, où sont les individus des différents groupes sociaux, où sont les individus qui ont une voiture, etc. etc. C'est-à-dire, ces méthodes, elles nous permettent de visualiser les relations entre individus d'une certaine manière, ou les individus dans un espace relationnel. Et c'est ça leur grande force. Ces individus, après, s'il se trouve qu'on les connaît, on pourra même les interviewer. Ici, c'est pas le cas, ils sont anonymes, bien sûr. On a des individus anonymes dans ces grandes enquêtes européennes, mais dans beaucoup de travaux aujourd'hui menés par des doctorants, par des jeunes chercheurs, l'intérêt, c'est justement, avec des données bien contrôlées, un petit questionnaire, etc., d'aller ensuite interviewer les individus qui sont situés dans les différents pôles de l'espace. Alors, on regarde ensuite le nuage des modalités, c'est l'autre nuage. Donc évidemment, ici, vous ne voyez pas grand-chose, vous voyez juste des points verts, mais je vais commenter très vite. À gauche, on a par exemple les individus qui gagnent de l'argent grâce à la propriété de terrain, de maisons, etc. C'est plein d'ici. On a aussi les individus qui ont les revenus les plus élevés, plus exactement la modalité qui correspond aux revenus les plus élevés. On est dans le nuage des modalités, pas des individus. Donc ne parlons pas des individus, toujours à gauche. On a aussi la modalité reçoit des dividendes d'investissement, donc gagne de l'argent par les dividendes ou les intérêts que rapportent des prêts, des obligations aussi, par exemple. Et puis de l'autre côté, on a le niveau de revenu le plus bas, mais aussi le niveau de diplôme le plus bas. On a le fait de ne pas avoir un ordinateur parce qu'on ne peut pas se le payer. Ça correspond à une réalité dans l'Europe d'aujourd'hui. Et bien sûr, le fait de ne pas avoir de voiture parce qu'on ne peut pas se la payer. Donc on a un espace qui est en fait polarisé avec, évidemment, sur le premier axe qui est l'axe horizontal, un effet du volume global de capital. C'est-à-dire on retrouve un axe de volume global de capital tel que Bourdieu a pu le décrire dans la distinction comme étant le premier principe de structuration de l'espace social français qu'il étudiait à l'époque. Un principe de différenciation qu'on retrouve évidemment de manière assez écrasante dans toutes les sociétés, avec un haut et un bas, et avec les métaphores qu'on utilise spontanément et qu'on comprend tout de suite. Il est plus haut, il est plus bas. Bas en termes de revenus, bas en termes de diplôme, bas en termes de ressources en général, et de ressources symboliques aussi. Il est stigmatisé, il est déprécié, il n'est pas reconnu, etc. Ce premier axe, il reste un axe central, c'est les rapports de domination de nos sociétés. Et puis il y a un deuxième axe, et de manière très intéressante ici, en bas, on a statut d'emploi indépendant, et en haut, on a locataire, citoyenneté d'un autre pays, c'est-à-dire les individus qui sont dans un pays européen, mais dont la nationalité est d'un autre pays qu'un pays de l'Union européenne. On a aussi la modalité
car, c'est en anglais, désolé. 3, c'est les individus qui n'ont pas de voiture, mais pas pour une raison économique. C'est la modalité, n'a pas de voiture pour une raison autre qu'économique. Ce deuxième axe, en fait, quand on le creuse un peu, on voit qu'il oppose des conditions de logement, les locataires en haut, les propriétaires en bas, les statuts d'emploi, les salariés en haut, les indépendants en bas. C'est-à-dire qu'au fond, et ça on peut le montrer précisément en étudiant la façon dont l'axe lui-même est déterminé, on utilise des tableaux numériques qui nous permettent d'interpréter les axes. Je ne vais pas le faire ici, mais je peux vous dire que l'interprétation, on ne peut pas se tromper, parce qu'on a un outil qui est un tableau qui nous donne quelles sont les modalités qui déterminent l'axe, qui fabriquent la différence sur cet axe. L'axe 1, donc, c'est un axe de volume global de capital. Il est lié au revenu, au diplôme, mais aussi à l'exercice de position dirigeante et, au fond, à l'ensemble des indicateurs des ans socio-économiques. Et puis l'axe 2, il oppose des conditions de logement, il oppose les nationaux citoyens, comme je l'ai dit, mais il oppose aussi deux modes de reproduction. En bas, une reproduction par le capital économique, du côté des indépendants. En haut, une reproduction plutôt par le capital scolaire. C'est-à-dire qu'on retrouve, au fond, le principe de composition du capital que Bourdieu avait avancé comme étant la deuxième grande dimension de l'espace social, et qu'on retrouve dans un peu toutes les analyses aujourd'hui qui sont faites avec des données similaires, notamment dans le domaine de l'étude de la culture que nous avons particulièrement étudié là. C'est-à-dire ce principe d'opposition entre capital économique, capital culturel en composition relative, c'est un principe de composition du capital, un niveau à volume global du capital, est très structurant aujourd'hui, encore, pour l'espace social européen. Façon de dire que le résultat de Bourdieu, ce n'est pas une idiosyncrasie française, et aujourd'hui on a des travaux venant d'un peu tous les pays qui convergent vers l'idée que ce principe de composition du capital est vraiment très fort dans les sociétés très différenciées, dans lesquelles le système scolaire a acquis un rôle absolument central dans la reproduction de toute une série de positions, au détriment bien sûr de la reproduction plus traditionnelle par le système économique. Donc un résultat qui est quand même, alors évidemment c'est un peu provocateur de le présenter comme ça, ça ne veut pas dire, parce qu'on le retrouve là, que ce principe est universel. Un certain nombre de travaux montrent que ça ne marche pas dans toutes les sociétés, ça ne marche pas à tous les moments. Simplement, un certain nombre de résultats aujourd'hui convergent vers l'idée que les sociétés sont vraiment structurées de la façon dont Bourdieu l'avait anticipé en quelque sorte, avec des données qui étaient quand même des données de la France des années 60. Les deux enquêtes de la distinction, c'est les enquêtes de 63 et 67. C'est quand même frappant de retrouver encore aujourd'hui une structuration assez similaire en utilisant des indicateurs évidemment choisis en harmonie avec les principes de construction de l'espace que Bourdieu lui-même a utilisés. Quand on regarde les groupes socio-professionnels, on voit que tout en bas, on a ici, et très à droite, c'est-à-dire assez démunis en capital, les agriculteurs qui en fait sont dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est, Roumanie, Bulgarie, il y a la République serbe dans ces données, des petits paysans très pauvres en réalité, très démunis. La grande masse des agriculteurs aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'agriculteurs dans les pays les plus développés, se retrouvent dans les pays d'Europe de l'Est, et ce sont en fait les plus démunis. On a même une chose très frappante ici, c'est que sur le premier axe, le point moyen des paysans indépendants est plus à droite, entre guillemets ici, c'est-à-dire plus loin du côté des plus démunis que le point des salariés agricoles, que le point moyen des salariés agricoles. Ce qui est quand même très frappant. Mais vous voyez surtout qu'il se distingue beaucoup sur le deuxième axe, au même titre que tous les groupes d'indépendants, y compris les indépendants qui appartiennent au groupe des managers, qui sont très décalés, évidemment, au pôle de la reproduction par le capital économique. Donc, je n'ai pas utilisé cette variable pour construire l'espace. Je la projette dans l'espace que j'ai déjà construit, on appelle ça élément supplémentaire. Je la regarde dans le nuage des individus, ici je ne regarde que les points moyens, et je vois apparaître des effets statistiques très importants, qui vont dans le sens de l'idée qu'on a vraiment une structure des groupes sociaux qui est relativement cohérente avec le modèle général que l'on a construit. Mais évidemment, il faudrait regarder dans le nuage des individus. Ici, c'est la nomenclature ESSEG au premier niveau. Et on verrait qu'il y a beaucoup de superpositions. C'est-à-dire que vous avez des individus de la catégorie 1, des managers, qui sont, alors on ne voit pas très bien ici, mais l'ellipse des managers, elle va assez loin sur la droite, c'est-à-dire qu'ils sont assez démunis, qui, en termes de caractéristiques de capitaux, sont assez proches d'individus de la catégorie 7, de la catégorie 6, ou de la catégorie 4, dans laquelle vous avez les indépendants.
Il y a aussi beaucoup de superpositions. C'est pas... Les points moyens, ce n'est qu'un résumé. La vérité, c'est la dispersion interindividuelle à l'intérieur des différents groupes. Et ces méthodes ont cet intérêt. Je pense que c'était vraiment quelque chose qui pour Bourdieu, rejoignait vraiment son intuition du social, c'est-à-dire que tout se différencie. Tout devient espace, d'une certaine manière, quand on analyse les choses sérieusement. Un petit univers de poète, c'est un espace, c'est un champ dans lequel il y a des oppositions, des relations. C'est un espace structuré. Et donc ici, de la même façon, on est à un niveau très macro, mais on peut différencier les groupes de cette façon. Alors ce qui est frappant, c'est que les pays eux-mêmes, les points moyens des pays, sont distribués dans cet espace. Tout en haut à gauche, c'est volume de capital maximal, reproduction qui dépend plus du capital scolaire, et vous avez, les plus extrêmes, c'est la Suède, la France n'est pas très loin d'ailleurs, dans cette analyse-là, la Belgique, vous avez l'Autriche, pas très loin, la Suisse, etc. Plus au pôle du capital économique, vous avez la Norvège, mais la Norvège est plus en volume, plus à gauche. C'est le pays le plus riche, hein, évidemment avec la Suisse, hein, deux pays très très riches dans ces données. Et puis vous avez l'Irlande, qui est plutôt au pôle du capital économique, mais dans une position relativement moyenne sur le premier axe. Et ici, vous avez des pays qui sont, pour certains, des pays candidats, la République serbe, ou des pays nouvellement entrés, comme la Roumanie et la Bulgarie, qui sont les pays les moins développés, la Bulgarie étant l'un des pays, le pays le plus pauvre de l'Union européenne actuellement, et qui sont des pays aussi qui sont caractérisés par leur position sud-est dans le cadran de l'espace social. C'est-à-dire que c'est des pays aussi où la reproduction dépend beaucoup aujourd'hui du capital économique. Cela alors que ce sont des pays, comme vous le savez, qui évidemment ont connu l'expérience des régimes communistes pendant des dizaines d'années, mais où les petits paysans en particulier ont accédé à de la petite propriété de leur résidence et tentent de survivre souvent dans des conditions qui sont loin d'être évidentes et qui sont très éloignées des normes de confort que l'on trouve dans le cadran en haut à gauche, dont on pourrait dire qu'il est un peu le foyer central des valeurs sociales de Maurice Alvax, si vous voulez. C'est là que sont les groupes dominants, et c'est là aussi que sont les pays dominants de l'espace européen. Alors dans cette analyse, l'Allemagne est tout à fait en haut, mais elle est assez décalée vers le centre, ce qui est assez contre-intuitif, et donc à prendre avec précaution. Hein. Je trouve la position de l'Allemagne un peu suspecte dans ces données, donc je vais travailler sur pourquoi l'Allemagne se retrouve aussi décalée vers la droite. Elle a une position, je n'ai pas le pointeur pour vous montrer, mais elle est assez... Elle est en haut et décalée quand même vers la gauche, mais elle est quand même trop, pour moi, trop à droite dans l'ensemble enfin, sur le premier axe, quoi. Elle est un peu trop décalée. Si on regarde l'espace des secteurs d'activité, alors par provocation, j'ai dit c'est l'espace des champs, mais au sens le plus large du terme, c'est-à-dire un champ économique, c'est aussi un champ. L'agriculture, d'une certaine manière, est un champ, sans jeu de mots. Tout en bas. Vous voyez que ici, les secteurs eux-mêmes sont très différenciés dans l'espace social. Là aussi, ils ont été projetés en éléments supplémentaires. Et tout en haut à gauche, vous avez, alors on ne voit pas très bien, mais information, communication, vous avez l'éducation, vous avez la santé, vous avez l'administration publique. C'est-à-dire le secteur, le foyer central dominant des valeurs, c'est aussi la zone où l'État social, d'une certaine manière, est le plus développé dans le contexte européen. Les pays les plus riches sont aussi ceux qui ont un État social globalement plus développé. Il y a le cas de l'Irlande qui est un petit peu une exception dans ce concert de pays. Voilà. Bien évidemment, ici, ce ne sont que des points moyens. C'est-à-dire, si on regarde les ellipses, les individus sont distribués un peu partout. Il y a beaucoup de superpositions, bien sûr, en termes de dotation de capitaux. C'est-à-dire que chaque secteur lui-même est structuré. Le secteur de l'éducation, il y a des gens qui sont sous le seuil de pauvreté, qui ont des revenus extrêmement bas. Hein, on a évidemment, ici, tout a été harmonisé en termes monétaires. Hein, bien sûr, les classes de revenus correspondent à la même monnaie. Ici, ça a été harmonisé. Et donc, dans chaque secteur, vous avez une stratification spécifique qui obéit à des dimensions propres, qui correspondent aux dimensions globales, déjà, de l'espace social, mais aussi, et je n'ai pas le temps de développer ce point, à des dimensions spécifiques, et nous avons des méthodes pour étudier les dimensions spécifiques de chaque sous-espace. Voilà, on appelle ça l'analyse spécifique de classe. Alors, je me suis posé la question de la dynamique. Vous allez dire, tout ça, c'est bien statique. 2011-2016, mais attention, il s'est peut-être passé des choses en 5 ans. Alors, j'ai projeté les années. Les années n'ont pas servi à construire l'espace, donc on peut regarder où sont les points moyens des années. Et je conclurai là-dessus.
les années, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que c'est un espace qui est très stable entre 2011 et 2016. Il y a très très peu de variations. Si on grossit un peu, mais là je ne l'ai pas fait, si on zoome un peu, on voit que l'année 2016 est un petit peu décalée vers la gauche, c'est-à-dire du côté du volume de capital, ce qui est une conclusion un peu optimiste, c'est-à-dire que ça a quand même progressé globalement, la situation en Europe, mais vraiment pas beaucoup. L'effet, vraiment, on peut le mesurer ici, puisqu'on a une définition de la distance qui permet de mesurer des effets de manière homogène, hein, si vous voulez. C'est homogène entre la distance qu'on a regardée tout à l'heure dans le nuage des modalités et même dans le nuage des individus dans une certaine mesure, et dans ce nuage ici, où on a les points modalités des différentes années. Et ce que j'ai fait ensuite, c'était regarder différents pays. Pour le cas de la Grèce, on a un phénomène tout à fait intéressant et qui correspond bien sûr à une chose que l'on connaît par ailleurs, parce qu'on sait ce qui s'est passé en Grèce depuis 2010, c'est une régression, un déclassement de l'ensemble du pays dans l'espace construit, en particulier entre 2011 et 2012. Ça avait déjà commencé entre 2010 et 2011. Ensuite, c'est stable, c'est-à-dire la dégradation avec ces données-là, c'est des données de l'Union européenne, encore une fois, et dans un espace qu'on a construit avec des indicateurs de capitaux très stables, on ne la voit plus. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dégradation, bien sûr, mais on ne la voit plus avec ces données-là. Mais par contre, on voit un déclassement entre 2011, un petit déclassement, mais quand même, entre 2011 et 2012. C'est-à-dire pour certains pays, on voit des évolutions qui sont complètement contre-intuitives, c'est-à-dire on voit des pays qui sont déclassés dans l'espace des pays européens. Et c'est le cas de la Grèce, qui est en quelque sorte déclassée au profit de certains pays, notamment est-européens. Un certain nombre de pays du Sud, depuis la crise, voient leur position amoindrie, se voient déclassés, alors que d'autres pays s'en sortent un peu mieux, pour toute une série de raisons qu'évidemment je n'ai pas le temps et je ne vais pas ici exposer plus longuement. Mais en tout cas, on a ici un outil aussi pour voir les effets dynamiques d'une situation. Et ici, je le montre de manière très grossière avec le point moyen du pays. Et le point moyen du pays, avec les méthodes qu'on utilise, on peut le regarder groupe par groupe. C'est-à-dire, on voit dans quelle mesure l'évolution négative de la Grèce, elle est, et je l'ai vérifié, elle est surtout le fait des catégories les plus populaires, bien sûr, qui voient leur situation se dégrader plus fortement. C'est beaucoup moins vrai du côté des catégories supérieures. Voilà. Simplement, la particularité en Grèce, c'est qu'on a des managers, des petits chefs d'entreprise qui voient aussi leur position se dégrader fortement. Donc la catégorie 1 connaît aussi un déclassement. Voilà. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais on a là un outil unifié, en quelque sorte, de visualisation des dynamiques de la stratification sociale européenne, à un niveau assez fin, parce qu'on peut aller au niveau de la nomenclature détaillée, qui est quand même assez détaillée. Enfin, j'ai vérifié qu'avec les données dont on dispose, qui sont pauvres, on pouvait retrouver les homologies de Bourdieu, c'est-à-dire l'espace des positions sociales, est en relation assez étroite avec l'espace des conditions matérielles d'existence, ici. C'est-à-dire que vous avez à droite, bon, évidemment, toutes les situations dans l'anglais jargonnant de l'Union européenne, donc deprivation, material deprivation, c'est le fait de ne pas avoir de téléphone parce qu'on ne peut pas se le permettre, ou de machine à laver, de ne pas avoir de poste de télévision couleur. Ça correspond à peu d'individus, mais vous voyez que c'est des situations extrêmes que l'on rencontre dans le contexte de l'Union européenne. C'est évidemment du côté droit, et c'est aussi en bas du côté des petits indépendants, notamment évidemment des petits paysans dans les pays d'Europe de l'Est, en particulier Roumanie, Bulgarie, ce sont les pays où les situations sont les plus critiques. Et puis vous avez en haut, du côté où la reproduction dépend le plus du capital scolaire, la modalité n'a pas de poste de télécouleur, mais pas pour des raisons économiques. On n'a pas de télévision, quoi. Alors ça correspond à très peu d'individus en réalité, donc il ne faut pas surinterpréter. Mais c'est très intuitif par rapport à la théorie de Bourdieu, c'est situé du côté de la petite bourgeoisie nouvelle, c'est situé du côté du capital culturel, c'est pas situé du côté du capital économique. Et de la même façon, on retrouve évidemment les indicateurs d'aisance, comme le fait de pouvoir partir une semaine en vacances loin de chez soi, du côté gauche, bien sûr, du côté du niveau de volume global de capital le plus élevé, et plutôt décalé vers le haut. Donc, une certaine homologie qu'on retrouve avec des indicateurs très matériels d'équipement, des ménages et de conditions matérielles d'existence. On retrouve aussi d'ailleurs un effet classique, c'est des données qui sont utilisées pour la santé aussi, puisqu'il y a une question subjective de santé. Les économistes du bonheur utilisent beaucoup ces questions aujourd'hui. On demande aux individus
de dire s'ils se sentent en très bonne, moyenne, mauvaise, très mauvaise santé. Et vous voyez que non seulement ces différentes catégories de santé s'alignent sur le premier axe, le volume de capital c'est aussi un axe de la santé, mais un peu aussi sur le deuxième, ce qui n'est pas étonnant, puisque le deuxième est aussi lié à l'âge, et aussi à des conditions d'accès aux soins qui sont différentes selon qu'on est dans un univers scolarisé, institutionnalisé, ou au contraire dans un univers où la reproduction dépend avant tout des conditions matérielles d'existence, et où les niveaux de scolarisation sont très faibles, correspondant à des catégories plus âgées de la population, etc. Donc j'étais assez content de voir qu'en projetant en éléments supplémentaires d'analyse, on retrouve finalement des résultats sociologiques actualisés et qui montrent à quel point ces méthodes permettent de dégager des structures sociales et de synthétiser des données complexes qui sont souvent utilisées de manière... Julien parlait de Bourdieu à la découpe, mais souvent c'est les données qui sont découpées, c'est-à-dire on a des gens qui travaillent sur la santé, on a des gens qui travaillent sur le logement. L'intérêt ici, c'est de mettre en relation ce qui doit l'être, c'est-à-dire l'ensemble des conditions matérielles. Il faudrait mettre aussi les conditions symboliques d'existence, mais dans ces questionnaires, il y a très peu de questions sur le sentiment d'être discriminé, sur le sentiment de stigmatisation, ou au contraire d'être reconnu à juste titre, où l'on verrait qu'on retrouve les mêmes structures de l'espace social, c'est-à-dire que dans le cadran nord-ouest, on est évidemment plutôt reconnu, on est plutôt considéré et plutôt satisfait globalement. Donc ce sont disons, c'est un cadre d'analyse qui permet de tirer pas mal de fils de la diversité des éléments qui font la condition sociale. Pour résumer, donc on retrouve bien les deux dimensions, et j'en ai presque fini et j'ai presque tenu mon temps, j'ai quelques minutes de trop. On retrouve donc les deux dimensions de l'espace social de Bourdieu, ce qui est quand même assez frappant, mais dans des conditions propres à l'espace européen. Vous avez vu, la particularité, c'est en particulier le caractère très, très atypique et très spécifique de ce groupe de petits paysans qui, dans ces analyses, créent beaucoup d'hétérogénéité, alors qu'ils ne sont pas très nombreux. Hein. Ils sont moins de 10%, même moins de 5% de la population globale analysée ici. Mais ils sont très spécifiques, et en particulier du côté de la déprivation et de leur manque de toute forme de capital, au fond, et y compris de capital culturel. Bourdieu les avait un peu vus, mais je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il raconte dans la note méthodologique de la distinction que l'enquête sur le goût, l'enquête photo, d'abord, l'enquête de 63, n'avait pas été passée auprès des paysans parce qu'elle était inadaptée, n'arrivait pas à répondre en fait. C'était une époque où il y avait encore des paysans en France. Hein. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs, ce sont des chefs d'entreprise. Ils ne sont pas du tout dans la même position, c'est plus le même groupe social. Ils sont beaucoup moins nombreux aussi. En Europe, il y a encore des paysans, voilà, qui ont évidemment des trajectoires tout à fait spécifiques liées au fait qu'ils sont issus de pays qui ont connu une expérience historique évidemment très différente, puisque des pays qui ont été sous domination soviétique pendant des années. Et donc il faut introduire bien sûr les conditions du contexte pour interpréter. Il ne s'agit pas de simplement dire on retrouve la même structure, ça n'aurait aucun intérêt, bien évidemment. C'est la force de ces structures dans des contextes spécifiques et qui permet d'interpréter des dynamiques spécifiques. De très fortes homologies, une chose frappante, c'est que quand on fait ce type d'analyse, et j'ai eu l'occasion récemment de le revérifier avec des données, y compris sur São Paulo, sur plusieurs villes, sur Paris, on retrouve l'espace géographique avec les données sociales. Ça, c'est vraiment, c'est presque une loi, quoi, pour moi. C'est une loi de Durkheim-Emos, quoi. C'est-à-dire, avec ces méthodes euclidiennes où on construit des espaces, on reconstitue des structures qui ne sont pas très éloignées de la structure des espaces géographiques. Ici, c'est assez frappant, c'est-à-dire les pays qui sont au nord-ouest et les pays qui sont au nord-ouest, quoi. Alors les pays qui sont au sud-est, un peu, la Roumanie, la Bulgarie, etc. Il y en a pour lesquels ça marche moins. Puis il y a la Grèce qui est à côté de l'Estonie. Bon, ça ne va pas trop. Évidemment, il y a des aberrations, heureusement d'ailleurs, que ce n'est pas mécanique. Mais on voit quand même qu'il y a des logiques globales qui sont des logiques socio-historiques, qui font que les espaces géographiques, les espaces dans lesquels nous vivons, les villes, les campagnes, les environnements, etc., sont profondément structurés par la distribution des capitaux. Et je m'arrête là, et je vous remercie de votre attention.
Ok, então esse é o momento que a gente pode abrir para 3, 4 intervenções ou perguntas que depois o professor Frederic vai reagir a elas. Então, alguém quer falar? Som. Boa noite, professor Lebaron. Meu nome é Jéssica, atualmente candidata do doutorado em Educação Física na Universidade de Campinas e também membro do grupo de estudos em aspectos socioculturais e pedagógicos do esporte da Universidade de São Paulo. Gostaria primeiro de agradecê-lo pela fala e, nesse sentido, de perguntar também especificamente sobre estudos que envolvem a origem e a disposição da constituição do hábito dos sujeitos, dentre os quais o meu se envolve. Nesse sentido, estudos mistos ou que apresentem uma abordagem quali quantitativa seriam, para o futuro aí, de estudos sociológicos, uma alternativa fecunda. E aí pergunto já, falando um pouco do meu mestrado, que é um pouco da tese que a gente empresta da educação, vendo também no esporte, no caso nas carreiras esportivas de jogadores de xadrez, que é a modalidade aí que eu jogo, dou aulas, enfim, que nos parece que também no campo esportivo, tal qual na educação, a influência da herança cultural tem sido um fator bastante importante, né? Ou seja, quando a gente foi entrevistar, na verdade eu fui entrevistar pessoalmente os melhores jogadores de xadrez do Brasil, todos eles, sem exceção, começaram por meio de suas famílias, em idade bastante precoce, aos 2, 3 anos, com jogadores que também eram ex-jogadores profissionais de xadrez, ou seja, carregando todas as características que a gente sabe que compõem uma herança cultural. Mas, nesse sentido, e aí eu acho que também, sendo uma limitação do meu trabalho, quando a gente olha só para a abordagem das entrevistas, eu não consegui, por meio do texto, representar da forma que